Мамочка, вы можете меня забрать, пожалуйста? Я хочу домой очень сильно. Я соскучилась по вами. Заберите меня, пожалуйста. Я хочу домой. Anna Kmarska a 12 ans. Elle est ukrainienne, mais depuis plusieurs mois, elle est retenue contre la volonté de ses parents, en territoire contrôlé par les Russes. Il s'agit de déportation d'enfants, car on ne m'a pas ramené ma fille. Elle est partie avec son école, elle n'est jamais revenue. Comme elle, il serait des milliers d'enfants ukrainiens victimes de transferts forcés, organisés par les autorités russes. Salut papa et maman! Et notamment par une femme, Maria Lvova-Belova. Pour Vladimir Poutine, elle est la commissaire aux droits de l'enfant. Pour d'autres, elle est surnommée Bloody Mary. Une politique de déportation d'enfants qu'elle assume et exhibe même sur sa chaîne Telegram. Les enfants originaires de ces territoires sont les nôtres, et leur avenir est ici, avec les enfants russes. Certains enfants ukrainiens sont ensuite envoyés jusqu'en Sibérie. Que deviennent-ils? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur place. Un jour, j'ai reçu un coup de fil. Ils ont dit il y a 5 enfants. Vous les prenez? Mais avant cela, ils sont traqués partout dans les villes annexées, par l'armée russe directement, comme sur ces images de vidéosurveillance. Il sait ce qu'il cherche. Peut-être il ne le fait pas pour la première fois. Il cherche le registre pour pouvoir identifier la quantité d'enfants qui doivent être déportés en Russie. Des images que jusqu'ici ce directeur d'orphelinat n'avait jamais montrées, ni aux journalistes, ni aux autorités ukrainiennes. Quand ils sont venus, ils m'ont demandé où sont les enfants. Je pense que l'on parle de milliers d'enfants déportés pour la région de Kherson. Ça s'appelle un transfert forcé, une rétention forcée. C'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Pourquoi? Pour transformer ces enfants en Russes, pour faire les ennemis de la nation ukrainienne et pour détruire toute la génération future des Ukrainiens. À Kherson, au sud de l'Ukraine, malgré la libération de la ville en novembre dernier, les attaques des Russes sont quotidiennes. On ne peut pas passer par là. La route est barrée à cause des bombardements d'hier. Il y a un cratère ici à cause du missile. Les forces russes ne sont qu'à quelques centaines de mètres de l'autre côté du fleuve, le Dniepr. La ville est bombardée en permanence. Tout est fermé, il n'y a plus de travail. Presque tout le monde est parti, évidemment. Mais nous, on reste ici, car on attend le retour de notre fille. On cherche des contacts, des pistes. La dernière fois qu'ils ont vu leur fille, Anna, âgée de 12 ans, c'était le 7 octobre dernier. C'est son école. Ils ont changé de drapeau. C'est le drapeau ukrainien qui flotte. Avant, c'était le drapeau russe. Sous occupation, les cours étaient dispensés à distance. Ensuite, on nous a proposé de retourner à l'école afin d'y suivre les programmes russes. Les classes en ukrainien sont remplacées par des cours de langue, de littérature et d'histoire russe. Et après plusieurs semaines d'immersion dans la culture des nouveaux occupants de la ville, les parents reçoivent une proposition de voyage pour leurs enfants. En octobre, on nous a proposé de les envoyer en colonie de vacances, en Crimée, pour 2 semaines. Ils ont rassemblé les élèves et sont partis le 7 octobre. 15 jours plus tard, on a été contacté par l'accompagnateur, qui nous a informé que le séjour était prolongé de 2 semaines. Et à nouveau, 15 jours plus tard, on a appris que le séjour était encore prolongé d'1 semaine supplémentaire. Et puis, plus aucune nouvelle. Malgré de nombreuses tentatives par téléphone, par courrier et même auprès des autorités,
impossible pour eux de récupérer leur fille. Des parents d'autant plus démunis que sous la pression des organisateurs, ils ont donné les papiers d'identité originaux d'Anna. Ils nous ont dit que pour passer la frontière, ils avaient besoin du certificat de naissance et que les copies n'étaient pas autorisées. Maintenant, on se dit qu'on n'aurait jamais dû accepter, qu'on aurait dû la faire descendre de cet autobus. Mais c'est trop tard. Leur fille et une centaine d'enfants de son école se trouvent dans un centre comme celui-ci. Les enfants sont là depuis 2 jours et ils profitent de l'accueil russe, d'une série d'animations pédagogiques et sportives. Et dans ce reportage d'un média russe, le message est clair. Il est même annoncé par une blogueuse célèbre mobilisée pour l'occasion. Ces enfants doivent comprendre que nous les avons récupérés, que nous ne les laisserons plus jamais partir, que nous ne laisserons plus jamais personne leur faire du mal, et qu'en vivant avec nous, ils seront les enfants les plus heureux du monde. Devant les caméras de la propagande russe, les témoignages des mineurs ukrainiens sont unanimes. Les gens ici sont très gentils, très accueillants, et nous on est contents. Une réalité qui est tout autre, selon les messages qu'Anna arrive parfois à envoyer à ses parents. Мамочка, вы можете меня забрать, пожалуйста? Я хочу домой очень сильно. Я соскучилась по вами. Заберите меня, пожалуйста. Я хочу домой. Ma fille pleure souvent. J'essaye de la rassurer, mais actuellement, il n'y a aucune possibilité pour nous d'aller la chercher et de la ramener à la maison. Moi, je suis catégorique. Je n'accepte pas cette situation. Elle ne peut pas durer éternellement. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nos enfants? Leur fille n'est qu'à un peu plus de 250 km. Mais depuis que Kherson est à nouveau sous contrôle ukrainien, impossible pour eux d'emprunter cette route. Et dans la ville, désormais fantôme ou presque, leur cas est loin d'être isolé. Avant le départ des Russes, des tracts comme celui-ci étaient affichés dans d'autres écoles, mais aussi sur les portes des commerces. Les parents souhaitant envoyer leurs enfants en colonie de vacances, rapprochez-vous des administrations des écoles de votre lieu de résidence. Autre cible de choix, les orphelinats, comme celui de Volodymyr Saedak. C'est un arbre du bonheur, on nous l'a offert. Nous y avons accroché des photos de nos enfants. Il s'appelle Misha, il a 3 ans. Là, c'est Varvara. Au total, pendant l'occupation russe, Volodymyr s'occupait de 52 enfants âgés de 3 à 18 ans. À plusieurs reprises, les Russes nous ont proposé d'aller en excursion en Crimée. Mais j'ai tout de suite deviné qu'il s'agissait d'un aller simple. Si on y était allé, on ne serait jamais revenu. Mais le pire, c'est quand j'ai compris que du coup, les soldats russes allaient venir directement chercher les enfants chez nous pour les déporter de force en bus. Et face à leurs armes, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? À ce moment-là, lui, ses collègues et les enfants vivent déjà cachés à l'abri des bombardements dans la cave du bâtiment. Mais il faut exfiltrer les enfants avant une possible visite des Russes. Alors il élabore un plan et fabrique même de faux documents pour tromper la vigilance des checkpoints. On a inventé une histoire. C'était que les enfants sortaient de l'hôpital et que leur mère enceinte de 9 mois ne pouvait pas venir les chercher. Nous avons édité un faux certificat médical grâce à Photoshop, un très bon logiciel. Nous avons mis un coup de tampon et c'est ce qui nous a tous sauvés. Un stratagème digne d'un film et pas sans risque. Si les Russes avaient découvert ce qu'on faisait, ils nous auraient torturés. Et si l'un d'entre nous avait été torturé, il aurait pu craquer et dire où se trouvaient les enfants. Nous avions très peur de ça.
Mais lui et son équipe ont réussi à sauver, au péril de leur vie, ses enfants. Car Volodymyr avait vu juste, quelques semaines après leur exfiltration. Ça s'est passé au mois de juin. Une voiture avec des soldats russes est arrivée. Je suis sortie les accueillir. J'ai ouvert le portail. Je leur ai demandé « Où allez-vous? Qui cherchez-vous? On veut voir le directeur. » Ils m'ont demandé où se trouvaient les enfants. Ils ont pris les dossiers personnels des enfants, ils ont détruit les vidéos. Celle-ci, c'est la seule vidéo qu'il nous reste. Ils ont embarqué les disques durs, bref, tous les ordinateurs. Tout embarqué, sauf les dernières images de vidéosurveillance. Des images de chasse aux enfants que Volodymyr partage pour la première fois. Partout dans la ville, il traque les mineurs. Et un peu plus loin, dans l'enceinte de cette église de Kherson, il les trouve. Ils apparaissaient sur les images de cette caméra-là, et des autres. Mais cette fois-ci, les soldats russes, encore plus nombreux et plus armés, ont effacé toutes les traces de leur passage. Un militaire russe est arrivé et a demandé à parler au responsable. J'ai répondu que c'était moi. Il a dit « Où sont les enfants ?» et a ajouté « Je suis navigateur ». Je lui ai demandé s'il avait un vrai nom et il m'a répondu que non, qu'il était le représentant du président de la Russie chargé de mission humanitaire. Il est entré, accompagné de ses soldats, une dizaine d'hommes, en treillis, en gilet pare-balles, tous casqués. Ils avaient des fusils de précision, des armes automatiques. Il a demandé « Où sont les enfants ?» J'ai répondu « Dans un local en bas ». Et il m'a dit « Vas-y, montre-moi ». 58 enfants, venus d'un institut d'aide sociale à l'enfance, que ce pasteur a accepté d'héberger dans le sous-sol de son église, juste après le début de la guerre. Après une inspection des lieux, et surtout des enfants, celui qui se fait appeler navigateur exige du pasteur qu'il ramène les enfants là où ils étaient avant. Le pasteur refuse d'abord, mais son interlocuteur se fait plus menaçant. Le navigateur m'a dit « Je te préviens, je vais revenir dans quelques jours et toi et moi, on va avoir une discussion. » Je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais cela ne présageait rien de bon. Sous la pression, il cède et va organiser le transfert des enfants en 2 jours comme exigé. Au début, les enfants ont été envoyés dans cet institut. Ils y sont restés quelque temps. Mais juste avant la libération de la ville par les forces ukrainiennes, ils ont été envoyés en Crimée, sans la moindre autorisation officielle. Des enfants, âgés seulement de 4 mois à 4 ans, que nous avons retrouvés sur ces images de la propagande russe. Aujourd'hui, leur sort hante le pasteur. Tout ce que j'ai vécu à l'époque remonte à la surface. J'ai l'impression de revivre ce moment sans cesse. Et moi, je voudrais tout oublier pour que cette histoire ne me perturbe plus. Au lieu de penser à ma famille et à mes propres enfants, je pense beaucoup à ces enfants. Selon les autorités locales, les forces russes ont enlevé au moins 2000 enfants, uniquement dans la région de Kherson depuis le début de la guerre. Orphelins ou non, ils sont kidnappés puis pour certains adoptés au mépris de toutes les lois internationales en vigueur. Une politique savamment orchestrée par le Kremlin, avec à la tête des opérations Maria Lvova-Belova. Nous avons accueilli 1090 enfants orphelins qui sont arrivés de différents établissements. Qu'en pensez-vous? Nos concitoyens russes, ils ont un grand cœur et ils font déjà la queue pour prendre ces enfants. Oui, c'est très bien. Mais il y a tout de même quelques détails légaux auxquels il faudra remédier. Ce sont des circonstances exceptionnelles et je pense qu'il ne faut pas penser aux lenteurs bureaucratiques, mais plutôt aux intérêts des enfants. Merci. Sur son compte Telegram, les vidéos se succèdent.
Nous vous avons préparé des petits sacs de cadeaux. Les enfants sont débarqués en Russie à bord de bus, de trains et d'avions. Bienvenue à Moscou. Puis accueillis par leur nouvelle famille, à grand renfort de larmes de joie et de ballons. Viens là, mon petit, ne t'éloigne pas. Et comment je ferai sans toi? À partir de maintenant, je ne pourrai plus me passer de toi. Et toujours en présence d'officiels, comme ici le gouverneur de Moscou. Des distributions d'enfants sous le feu des projecteurs. Comment ça va, les enfants? Super! Oui, les enfants sont très contents et les parents sont très heureux. Et on est très émus aussi. Ancienne sénatrice du parti présidentiel, elle est devenue commissaire aux droits de l'enfant en 2021. Avec la guerre en Ukraine, son rôle est devenu stratégique. Quand Madame Maria Belova, commissaire présidentielle aux droits des enfants, dit que son supérieur hiérarchique sur ces questions-là, c'est Vladimir Poutine, elle le dit au plus haut niveau de l'État russe. On met en avant cette politique, on prend les enfants parce qu'on ne veut pas qu'ils restent ukrainiens, on veut qu'ils deviennent russes. On va les adopter de façon rapide. On va leur donner une identité nouvelle qui correspondra à la bonne identité slave russe. Les enfants d'Ukraine sont déportés partout en Russie. Sur cette vidéo, ils viennent d'arriver en Sibérie. Au total, cet homme va accueillir 5 enfants ukrainiens. Nous les avons retrouvés dans le village de Sadovi, à 4000 km du Donbass. Ça va, vous n'avez pas trop froid? Roman Vinogradov est pasteur. Avec son épouse, ils avaient déjà 11 enfants à charge, mais ils voulaient en adopter d'autres. Nous pensions que l'on nous donnerait 1 ou 2 enfants, car notre famille est nombreuse. On n'imaginait pas que c'était possible de nous en donner 5. Mais un jour, j'ai reçu un coup de fil. Ils ont dit il y a 5 enfants, vous les prenez? J'ai téléphoné à mon mari, il m'a dit on ne peut plus reculer, nous allons les prendre. Avant d'arriver en Russie, cette fratrie âgée de 4 à 12 ans vivait séparée dans plusieurs établissements d'aide sociale dans les zones occupées du Donbass. D'après les parents, ils vivent aujourd'hui épanouis. Pourtant, quelques minutes après le début de notre interview avec Alla, elle explose en sanglots. Comment était la vie dans ton établissement? Tu pleures car tes copines te manquent? Tu es resté en contact avec elles? Да, по связи. Tu t'es vite habitué à tes nouveaux parents? Ну, не очень быстро, но нормально. Des nouveaux parents, mais ces enfants ne sont pas orphelins. До детского дома в Равеньках. Дома я жила. Tu vivais avec ta maman? Да. И с Олесей, не знаю, мне много чего запомнилось. Момент, когда, помню, Олеся ногти себе красила маминым лаком. Маминым. Leur mère a perdu la tutelle de ses enfants pour des problèmes d'alcoolisme il y a 6 ans. Selon Ekaterina et Roman, elle ne les récupérera jamais. Si elle vient revendiquer ses droits de mère, elle n'aura rien. Si elle vient nous faire une réclamation, elle repartira toute seule, les mains vides. Si la mère souhaite se repentir de ses erreurs, venir demander pardon à son enfant, ça, elle pourra le faire, mais c'est tout. Lorsque l'on évoque avec eux la notion de transfert forcé, d'enfants volés à l'Ukraine, la réponse est pour eux sans appel. Il ne faut pas en parler en ces termes-là, enfants volés ou pas volés.
Ce n'est pas important qu'ils soient avec leurs propres parents ou d'autres parents. L'essentiel pour moi, c'est qu'ils soient heureux. Aujourd'hui, le couple a la garde permanente des enfants. Vinogradov, Roman Alexandrovitch, est désigné comme tuteur légal. Une première étape avant l'adoption, un processus facilité en mai dernier par un décret de Vladimir Poutine, qui permet d'octroyer beaucoup plus rapidement la nationalité russe aux enfants ukrainiens. Pour qu'ils soient adoptés de façon légale et légitime, il faut qu'ils soient russes. Donc, en accélérant le processus d'adoption de la citoyenneté russe, on accélère le processus d'adoption par des familles russes. Avec des instructions données par Vladimir Poutine pour les juridictions russes de faire quelque chose d'absolument incroyable, reconstituer des états civils. Donc, un enfant ukrainien adopté par une famille russe va avoir un prénom, un nom russe, va avoir une date de naissance complètement bidon et un lieu de naissance en Russie. Comment va-t-il faire pour retrouver sa famille ukrainienne, sa famille biologique ukrainienne dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans? Il va faire comment? Ces adoptions abusives sont devenues la pire angoisse de ces familles ukrainiennes dont les enfants sont retenus en camp de vacances. Certaines se sont donc lancées dans un périple, aller chercher leurs enfants elles-mêmes en terre ennemie avant que les Russes ne puissent les adopter. Pour cela, elles ont dû contourner la ligne de front et passer par la Pologne et la Biélorussie avant d'atteindre la région de Krasnodar. Là-bas, face au groupe et à leur détermination, les Russes acceptent de leur rendre. Natalia Borisenko et 14 autres parents retrouvent leurs enfants après 3 mois et demi de séparation. Elles viennent d'arriver en gare de Kharkiv, à une centaine de kilomètres de chez elles, Balaklia. On ne savait pas si on allait y arriver et la route était longue. Quand on s'est retrouvés après tout ce temps, on a fondu en larmes. Ma mère me manquait et ma maison aussi. Daria, âgée de 12 ans, va retrouver sa grand-mère et sa petite sœur. On t'a manqué. Donne tes petites roses à ta grand-mère et à ta petite sœur. Allez, on rentre à la maison. Étonnamment, c'est les bras chargés de cadeaux offerts par les Russes qu'elle revient à la maison. Ce petit haut est pour toi. Cette robe est pour maman. Et celle-ci, je l'ai mise plusieurs fois pour aller danser. On n'a jamais eu autant de vêtements neufs. Elle a reçu de nombreux vêtements et même un téléphone flambant neuf. Tout le monde a reçu un téléphone en cadeau de la part du gouverneur. Et il a même discuté avec nous en les distribuant. Des séjours totalement gratuits pour les enfants ukrainiens. Et sur place, tout était fait pour ne plus avoir envie de partir. On faisait des activités tous les jours. On allait se baigner à la piscine ou à la mer. Tous les matins, on faisait de la gymnastique. Et le soir, on dansait. Et tu mangeais bien? On avait 3 repas par jour. Je m'y plaisais, mais en même temps, ma maison me manquait. Et puis un jour, le rêve vire au cauchemar. Personne ne nous a rien expliqué. Ils nous ont dit que notre séjour était prolongé. Les enfants ont été transférés de leur colonie de vacances d'été à un internat. Les garçons, ça allait, mais nous, les filles, on n'arrêtait pas de pleurer. On voulait toutes rentrer à la maison. Tu as pleuré? Oui. Si cette famille a pris le risque d'envoyer Daria en Russie, c'est parce qu'elle pensait bien faire.
Certains parents nous ont dit « à votre place, on n'aurait jamais fait ça. On aurait gardé nos enfants à la maison. On ne les aurait jamais envoyés dans le pays agresseur. » Mais il y avait un énorme point positif. C'est que là-bas, il n'y avait pas de frappe, pas de tir. On s'est dit que ça lui ferait du bien, qu'elle pourrait se détendre. En proposant aux Ukrainiens ces colonies de vacances, en disant bah tiens, on va les appâter plutôt que de venir les chercher avec des armes et les arracher, c'est moins visible, c'est moins brutal, c'est moins violent. On va leur dire qu'on va prendre leurs enfants pendant un mois pour les amuser, les protéger, puisque c'est ce qu'on dit, mais en fait on leur rendra jamais. On ne peut voir ces séjours et ces transferts d'enfants que dans le cadre d'une politique militaire, d'une stratégie militaire, d'une stratégie tout court d'ailleurs. C'est le programme qui est dédié de transformer le plus vite que possible ces enfants en Russes, où on va de les encourager à aimer la Fédération de la Russie. Début février, seulement 128 enfants ont pu rentrer de Russie ou des territoires contrôlés par les Russes. Parmi eux, Anna Kmarska. Juste avant la diffusion de notre documentaire, la jeune fille de 12 ans, originaire de Kherson, a finalement pu retrouver ses parents après plus de 4 mois de séparation. Elle a traversé toute la colonie en courant. Elle s'est accrochée à mon cou comme une boule au sapin de Noël. Elle a dit « Mon papounet, tu m'as tellement manqué. Même si je suis un homme, j'avais les larmes aux yeux. » C'est grâce au soutien d'une ONG et au terme, là aussi, d'un long périple, qu'Anna a pu rentrer. Dans quelques heures, elle pourra embrasser sa mère. Je vous attends. Je voudrais vous retrouver au plus vite. Nous aussi. Maman, comment vas-tu? Je vais bien, mais quand tu seras là, ça ira beaucoup mieux. En même temps qu'Anna, 15 autres enfants ont pu retrouver leur famille. Mais ils ont laissé derrière eux des dizaines de camarades. Sur place, personne ne répondait à nos questions. Personne ne nous disait rien. Il y a encore 120 enfants là-bas. Je voudrais qu'on les récupère. Selon la plateforme Children of War, qui recense ces disparitions d'enfants, plus de 16 200 cas ont déjà été signalés par des proches après 11 mois de guerre. Un chiffre auquel viennent s'ajouter plusieurs centaines de nouveaux cas chaque semaine. Ce mystérieux navigateur poursuit-il sa traque aux enfants ukrainiens? Combien sont-ils à participer à ces transferts forcés? Une certitude, Maria Lvova-Belova, malgré les sanctions occidentales dont elle fait l'objet, continue d'alimenter les réseaux sociaux chaque jour et à distribuer des enfants en toute impunité. 2 mois après leur arrivée, les enfants ont déjà tellement changé. C'est fantastique. Des déportations dont le monde entier est témoin. Mais à ce jour, même si plusieurs requêtes ont été déposées auprès de la Cour pénale internationale, aucune enquête n'est ouverte.